La question de la semaine, quel inoculant choisir pour mes ensilages d'herbe? Lorsqu'il vient le temps de choisir les inoculants, ça reste, comment je pourrais dire, un certain mystère pour des producteurs ou des conseillers, puisqu'il y a différents produits sur le marché, il y a différentes bactéries disponibles, et tout ça doit être choisi en fonction des besoins du producteur et des types d'ensilage et des types d'entreposage dans lesquels on va utiliser l'inoculant. Présentement, sur le marché, il y a deux grandes différentes catégories de bactéries qu'on va voir plus en détail par la suite. Il y a les bactéries lactiques, dites homolactiques, qui produisent simplement de l'acide lactique. Les bactéries lactiques de type hétérolactique, qui, eux, produisent, entre autres, les bactéries Buchyneria, qui produisent du 1,2-propanediol. Et on peut retrouver aussi un certain mélange des Propionobacterium, qu'on va pouvoir voir plus en détail dans les prochaines diapositives. Aussi, il est important de savoir que lorsque vient le temps de choisir un inoculant, chaque inoculant ou chaque bactérie, malgré que ce peut être des bactéries homolactiques d'une même espèce, ont été sélectionnés pour répondre à des besoins spécifiques, soit des ensilages d'herbe, des ensilages de maïs, des ensilages de luzerne, des ensilages de céréales ou du maïs humide. Avant d'aller plus loin, d'aller présenter les différentes espèces de bactéries, je souhaite vous présenter quelques bénéfices en tant que tels pour qui sont des inoculants. Un des avantages des inoculants, c'est que ça accélère la réduction du pH. Comme vous pouvez le constater, dans les prochaines diapositives, je vais vous présenter une méta-analyse qui a été faite en 2017 sur les inoculants homolactiques. Ici, vous retrouvez différentes catégories d'aliments, soit autres, des légumes, la luzerne, de la canne à sucre, des plantes de type tropical ou des séquettes de saison chaude, des graminées de saison froide, ou, comme on retrouve, et du maïs et du sorgho. Comme vous pouvez le constater, dans la majorité des produits, à l'exception de la canne à sucre et du maïs et du sorgho, l'ajout d'inoculants a pour effet de réduire encore de façon plus importante le pH par rapport à un contrôle. Là, vous vous dites pourquoi ça ne fonctionne pas pour le maïs et la canne à sucre. C'est simplement que la canne à sucre et le maïs et le sorgho sont des plantes avec des fortes concentrations de sucre soluble qui, eux, sont nécessaires pour la production d'acide lactique. Donc, avec une quantité suffisante de sucre, il y a moins de différence entre le contrôle et un traitement lorsqu'on applique un inoculant de type homolactique dans l'ensilage. Aussi, ça permet de réduire la protéolyse lors de la fermentation. La protéolyse arrive dès le début de la fermentation et dure tout aussi longtemps qu'un pH cible n'est pas atteint. Ce qui veut dire plus que ça prend de temps en fin de compte à atteindre ce pH, plus cette réduction de plus que la protéolyse continue. Et le problème avec la protéolyse des protéines, c'est qu'on passe de protéines, on pourrait dire réelles, à des azotes non protéiques comme de l'urée ou de l'ammoniac, qui, eux, sont moins disponibles en fin de compte pour l'animal. Ici, on retrouve, c'est la même méta-analyse qu'on a parlé, quelle proportion de réduction de protéolyse de NH3, qui est une des molécules liées à la protéolyse, pour une combinaison d'inoculants et 3 différentes espèces de bactéries servant homolactiques. Comme vous pouvez le constater ici, les combinaisons d'inoculants, c'est un mélange des 3 ou mélange de différentes inoculants homolactiques, ainsi que le Phacium et le Plantrum, ont réduit la protéolyse de la protéine. Aussi, les inoculants permettent jusqu'à un certain point de réduire le développement de moisissures et aussi de réduire le développement de Clostridium, surtout dans les ensilages de légumineuses, pour la simple et bonne raison puisqu'il permet de réduire le pH et empêche le développement de ces bactéries. Comme vous pouvez le constater, moins d'études qui ont servi à faire ces modèles-là, mais malgré que ce soit pour les ensilages de type tempéré ou les ensilages de saison froide et la luzerne, il y a un effet positif sur la réduction de moisissures dans les ensilages par rapport au contrôle. L'autre point aussi, c'est que pour certaines, en fin de compte, variétés, il est possible d'améliorer le taux de reprise puisqu'il y a moins de pertes, il y a moins de pertes de matière sèche suite à une dégradation de la qualité des ensilages. Ça a été observé dans cette méta-analyse pour des graminées de saison chaude ou des graminées de saison froide. Autre chose importante, lorsqu'on parle aussi de, comme j'ai expliqué, il y a deux catégories d'inoculants, des homolactiques et hétérolactiques. Une des caractéristiques des hétérolactiques, les Buchyneria, c'est que ça améliore la stabilité aérobique. Qu'est-ce qu'on veut dire par stabilité aérobique? C'est lorsqu'on a une reprise d'ensilage, c'est le temps qui est nécessaire avant d'observer des signes que l'ensilage chauffe. C'est surtout présent en été, l'ensilage de maïs est très problématique.
Ici, c'est une méta-analyse qui a été présentée lors d'une conférence en 2018 à la DSA, qui avait pour objectif de voir quel est l'effet des inoculants hétérolactiques sur la fermentation. Comme vous pouvez le constater, les différentes catégories qui ont bien fonctionné pour la stabilité aérobique sont les graminées de saison froide, la luzerne, les autres légumes et le maïs grain humide. Là, vous vous demandez pourquoi, dans le cas du l'ensilage de maïs, ça semble être très variable, parce que le P est seulement à 0,6. Il n'est pas, on pourrait dire qu'il y a une tendance à l'amélioration. Une des discussions que j'avais eues avec le chercheur de l'époque, c'était qu'il y a beaucoup de variabilité dans ces expériences que utilisées, autant au niveau des doses, autant au niveau de la qualité des produits qui étaient utilisés dans ces essais sur l'ensilage de maïs. L'autre chose aussi, c'est important de savoir qu'il existe différentes combinaisons. Lorsqu'on peut retrouver différents produits sur le marché, à la fois qui combinent des homolactiques et des hétérolactiques. Ici, on voit encore une fois la stabilité aérobique. On tente de déterminer lequel, toujours par rapport à un contrôle, une absence de molécules, quel mélange améliore mieux la stabilité aérobique. Comme vous pouvez constater, à la fois le Buchineri fonctionne très bien. Un mélange Buchineri et Plantarum fonctionne très bien aussi. Par contre, lorsque c'est mélangé avec le Faecium et un autre, comment je pourrais dire, un mélange de Faecium et de Plantarum, les résultats semblent moins probants. Et lorsqu'on inclut, en fin de compte, du Plantarum avec du Panthocaseus, les effets sont aussi excellents. Qu'est-ce qui est important de savoir ici, c'est qu'on ne peut pas comparer entre les différents traitements, on peut juste comparer par rapport au contrôle. Alors, on ne peut pas dire de conclusion que ce mélange-là est meilleur que celui-là parce que ce n'était pas l'objectif du design expérimental. Juste pour continuer, on va juste faire un tour des différentes souches de bactéries qui existent. Le Lactobacillus plantarum, c'est un type d'organisme à batterie lactique qui produit de l'acide lactique. Un de ses objectifs d'utilisation, c'est une réduction rapide de l'acide lactique et résistant à des conditions acides. Ça veut dire qu'il va, malgré qu'il y ait une réduction du pH au cours de la fermentation, celui-ci va rester actif. Produit final, c'est de l'acide lactique. Les Pedococcus sont aussi des bactéries homolactiques qui ont pour objectif de produire une quantité rapide, mais aussi qui ont une croissance plus rapide que les lactobacillus. Et certaines souches de ces bactéries ont pour capacité d'avoir une croissance en température froide, lorsqu'on parle de production d'ensilage tard à l'automne. Aussi, leur produit final est l'acide lactique. L'autre type d'organisme, c'est l'Enterococcus faecium. C'est une bactérie lactique. Comme objectif, c'est production rapide, meilleure croissance que les lactobacillus, produit aussi des acides lactiques. Les lactobacillus buchineri, c'est une bactérie lactique qui est hétérolactique. Les sous-produits qui sont produits par la bactérie sont des composés antifongiques qui empêchent le développement de moisissures et qui empêchent les ensilages à la reprise de chauffer. Les produits finaux qu'on retrouve, c'est de l'acide lactique, l'acide acétique, du 1,2-propanediol et du CO2. Il y a une autre souche qu'on peut retrouver, c'est des Propionobacterium qui sont présents dans certains produits. Ceux-ci aussi produisent des composants fongiques, mais au lieu du 1,2-propanediol, il s'agit majoritairement de l'acide propionique. Ici, voici une liste non exhaustive que j'avais compilée l'année passée de différents produits. On a 3 diapositives de ça, puis ça, c'est les données fournies par les revendeurs. Comme vous pouvez constater, il y a plusieurs compagnies sur les marchés qui, eux, ont différents mix. Un des traits en commun, ils ont tous du Lactobacillus plantarum et avec uniquement ou sans en tant que tel autres souches de bactéries homolactiques et avec ou sans souches de Buchneri. Et aussi, certains d'entre eux sont homologués biologiques ou non. Comme ici, voici les produits Pioneer et les produits de l'allemand. L'utilisation des inoculants, ce n'est pas un miracle en tant que tel parce que ceux-ci sont affectés par plusieurs paramètres et ce n'est pas les inoculants qui vont répondre à tous vos problèmes. Premièrement, l'efficacité des inoculants peut avoir des effets sur le climat, sur le taux de matière sèche lors de la récolte, la porosité de la masse en silice, qui veut dire qu'il intègre à la fois la longueur des particules et la compaction et la matière sèche. La température extérieure, est-ce que c'est une condition plus d'automne où les températures ne montent pas en haut de 10 degrés ou c'est une température très froide? La compaction du silo, le délai avant de sceller le silo. Puis cette hétérogénéité dans l'observation des résultats est observée ici. On peut retrouver ici la quantité d'NH3 produit à la suite d'une protéolyse sur des expériences faites en laboratoire puis des expériences faites en ferme. Comme vous pouvez constater, dans les deux cas, il est possible
de voir une diminution de la quantité de NH3 produit par rapport au contrôle. Par contre, vous pouvez juste regarder la barre d'erreur, elle est beaucoup plus importante, il y a beaucoup plus de variabilité au niveau de la ferme qu'au niveau du laboratoire. Autre chose importante, lorsqu'il vient le temps d'appliquer le produit, souvent des produits qui sont hydrosolubles qu'on applique soit sur les balles directement ou soit lors de la portion d'ensilage. S'assurer qu'on ait un eau à 35 degrés Celsius parce que c'est des organismes vivants. Utiliser une eau d'absence de chloration dans l'eau. Voici les doses d'application recommandées, mais c'est important de valider aussi avec l'étiquette, c'est combien de bactéries d'unités, quelle est la constante de bactéries dans le petit contenant qu'ils vont fournir. Il est recommandé pour les bactéries lactiques de fournir 100 000 unités formant des colonies par gramme de fourrage frais, tandis que les bactéries hétérolactiques, on monte jusqu'à 400 000 UFC par gramme de fourrage frais. Les prochaines diapositives, je vais vous présenter différents scénarios parce que souvent, on se demande tout le temps, les conseillers se demandent tout le temps, OK, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Ici, je vais vous présenter 7 à 8 scénarios avec des recommandations sur quel produit qui peut être utilisé. Tout ça provient en tant que tel d'un article de M. Lemingcombe, qui est dérivé de l'article en anglais, Help in Choosing Effective Silage Inoculant. Premier scénario, l'artilage est toujours frais, ne rencontre jamais ou rarement de problème de chauffage par temps chaud. Utilisez simplement notre bactérie homolactique. Puis la raison, ça peut permettre d'améliorer la fermentation de l'assemblage et conserver 2 à 4 de plus de matière sèche dans votre bunker qui a un gros impact sur le coût monétaire. Scénario 2, on a un grand silo horizontal, un bunker ou une pile, et la face est trop large et la reprise n'est pas assez rapide pour les saisons d'été ou même d'hiver, ce qui crée des problèmes d'augmentation de la température, des problèmes aérobiques. Qu'est-ce qu'on recommande? C'est l'utilisation d'une bactérie de type Buchneri avec, en option, la bactérie homolactique. La simple et bonne raison, puisque ce type d'inoculant-là va permettre d'améliorer le stress d'une exposition aérobique ou d'une exposition à l'oxygène. Un ensilage déplacé d'un silo à un autre, c'est possible d'observer ça sur certaines fermes lorsqu'on prend de l'ensilage dans un ag bag ou pour le transférer dans un silo. On recommande d'utiliser un inoculant de type Buchneri pour les raisons suivantes, parce que lorsqu'on récupère et on transfère d'un silo à l'autre, il y a incorporation en tant que telle d'oxygène dans la masse. Et le fait que l'ingénierie va améliorer la stabilité lorsqu'il sera exposé à l'air. Là, on se trouve dans une situation où un silo est alimenté en hiver et l'autre sera nourri pendant l'été. Et il y a des problèmes avec le chauffage, de chauffage, en fin de compte, d'augmentation de la température de l'RTM en été. Le premier silo, on peut simplement inoculer avec des bactéries homolactiques, tandis que le deuxième, on l'applique un inoculant de type hétérolactique avec des Buchneri, avec en option des bactéries homolactiques. Les raisons, tout simplement parce que le silo 1, il y a des faibles risques de détérioration et l'inoculant va pouvoir améliorer des fois la reprise de matière sèche, tandis que le silo 2 va être utilisé dans des conditions plus chaudes ou que des possibles problèmes de détérioration suite à la présence d'oxygène ou la chaleur. C'est pour ça qu'on recommande une type Buchneri. L'autre chose, vous avez un grand silo vertical, une portion du silo est évacuée pendant l'hiver, le dessus du silo, tandis que la partie du bas est évacuée pendant l'été. Il est toujours possible d'avoir 2 inoculants dans ce même silo, la portion du haut avec des inoculants homolactiques et la partie du bas avec des inoculants de type Buchneri. C'est les mêmes raisons, en fin de compte, que j'expliquais tantôt lorsqu'on avait 2 silos, mais cette fois-ci, c'est à l'intérieur d'une même masse. Si on retrouve des ensilages de légumineuses avec des teneurs d'humidité trop élevées, qui sont plus à risque, en fin de compte, pour le développement de Clostridium et de l'acide butyrique, il est recommandé d'utiliser une bactérie homolactique, puisque ça va permettre d'accélérer la réduction du pH dans les ensilages sur les ensilages légumineuses et de réduire le pH à un niveau qui va empêcher le développement de bactéries Clostridium et de produire de l'acide butyrique. Dans le cas qui me concerne, ou que des ensilages beaucoup plus secs ou qui s'appellent pneumatiques, on recommande de type Buchneri pour la forte raison que la forte teneur en matière sèche, c'est souvent, en fin de compte, lié à des problèmes de compaction, des problèmes de porosité, en fin de compte, une trop grande porosité dans la masse d'ensilage et va amener des problèmes de développement de levure et l'ensilage va chauffer. C'est pour ça qu'on recommande une de type Buchneri. Pour ce qui est des silos de type hermétique, malgré que c'est des silos qui sont dits hermétiques et de meilleure conservation, on peut toujours recommander sur une base d'acide homolactique pour améliorer l'efficacité de la fermentation. Point à retenir à cette présentation, tout d'abord, les inoculants ne sont pas un remède, ne remplaceront pas une bonne gestion de vos ensilages, de respecter les conditions de matière sèche, la longueur de fibre, la compaction, s'assurer que c'est un stylo tour, en fin de compte, qu'il n'ait pas de soit un stylo tour, des balles rondes, s'assurer qu'il n'y a pas d'entrée d'air et s'assurer d'avoir des conditions anaérobiques.
Respecter les doses d'application. Choisir l'inoculant en fonction des types d'aliments qui sont choisis parce qu'un inoculant pour un ensilage de maïs humide n'est pas le même pour un ensilage de luzerne ou un ensilage de maïs. Je vous invite à regarder avec vos détaillants pour avoir plus d'informations. Juste 2 articles à lire en tant que tel. Sur le sujet, j'avais écrit dans le passé 2 articles qui discutaient de ces différents aspects-là. Je vous recommande d'aller lire ces 2 articles-là sur Valacta.